Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux et si nombreuses. C'est très touchant pour moi et pour l'équipe de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Et avant de commencer les remerciements d'usage, je voulais qu'on souhaite un bon anniversaire à Simon qui tient le bar et qui, à son anniversaire, à chaque fois que nous faisons quelque chose d'important, puisque l'année dernière, jour pour jour, nous étions avec Jean-Luc Mélenchon sur la place Voltaire, entre les deux tours de la législative. Donc voilà, Simon et son anniversaire nous portent chance. Donc merci pour votre présence, et donc je voulais commencer par saluer la présence, même si je ne l'ai pas vue, mais peut-être qu'elle arrivera un peu après, de la maire de Gentilly, Patricia Torgman, qui donc a annoncé qu'elle viendrait, je le remercie. Celle de Romain Marchand, premier adjoint à la mairie d'Ivry, donc qui remplace le maire qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent, et celle de Jannick Lelagadec, donc qui est conseillère départementale et que j'ai vu passer tout à l'heure. Donc je veux bien sûr remercier pour l'organisation de l'événement chaleureusement mon équipe, Alexandra, Clément, Adrien, Elmi, Inès, Pierre-Yves et Sophia pour leur énergie incroyable. Remercier Mourad, donc, qui est mon député suppléant, et tous les militants et militantes qui ont organisé cet événement, avec un tout particulier aux amis qui un peu partout organisent le service d'ordre, à Michel qui nous a beaucoup aidé sur la logistique, et bien sûr à Majid et aux musiciens pour leur dynamique communicative. Et je voulais en votre nom à tous dire un merci tout particulier aux lutteurs et aux lutteuses qui se sont exprimés juste avant. Donc merci à Gilles qui nous est venu exprès de la Drôme pour venir partager avec nous le combat qu'il mène pour les sous-traitants du nucléaire. Merci à Béatrice, à Ali, à Jean-Christophe et Gérard, à Nolwenn et à Antoinette, ainsi qu'à beaucoup d'entre vous qui vous engagez quotidiennement pour un monde meilleur. Parce que plutôt que de criminaliser ces militants comme le fait actuellement le gouvernement, comme il le fait avec les militants de Greenpeace, comme il le fait à Bure avec les militantes et les militants qui se battent contre le fait que nos campagnes deviennent des poubelles nucléaires, comme il le fait aussi avec les citoyennes et citoyens qui s'engagent pour aider les migrants à La Roya et ailleurs, et ben tous ces gens qui se battent aujourd'hui pour les autres, pour la dignité des gens. Et je pense que par exemple l'histoire que vous a racontée Antoinette, où à la fin vous avez des femmes principalement qui se sont battues pour la dignité des gens, c'est-à-dire pour que les gens aient une serviette à eux et qu'on ne leur rationne pas les gants. C'est quand même des combats où on en arrive à des absurdités incroyables. Et donc je pense que plutôt que de criminaliser ces gens-là, on devrait en faire l'honneur de la France, parce que ces gens-là sont l'honneur de la France. Donc bravo et merci à eux. Très heureuse donc de vous retrouver aujourd'hui pour inaugurer notre nouveau local, donc qui est un lieu ouvert à toutes et tous. Alexandra l'a dit, donc d'abord bienvenue chez vous. Et donc ce lieu est le vôtre comme une base d'organisation commune pour de l'éducation populaire, des ateliers de solidarité concrète et bien sûr du débat d'idées autour du monde plus égalitaire et plus humain que nous voulons créer, avec cette ligne d'horizon que je pense nous partageons, qui est l'émancipation, le bonheur et la dignité humaine. Et puis, heureuse d'être avec vous aussi pour partager avec vous le compte-rendu de ma première année de mandat. Parce que c'est le peuple qui m'a confié ce mandat et que c'est à lui et à lui seul que je dois rendre des comptes. J'ai été élue pour porter notre insoumission à ce monde violent et injuste. Je m'efforce depuis un an de porter dans l'hémicycle vos vies, vos visages, vos colères et vos espoirs. On me signale aussi que l'ancien maire d'Ivry, Jacques Laloé, est là, donc je le remercie pour sa présence. Nous le savons toutes et tous, notre première force, c'est le nombre. C'est notre puissance la plus grande, celle qui résulte à la fois de la masse que nous formons ensemble et des êtres singuliers qui la composent. Le nombre n'est pas une force abstraite, précisément car nous qui sommes ici aujourd'hui avons chacune et chacun une histoire individuelle, un parcours et une trajectoire de vie qui font que par curiosité, par désir de changer le monde, par passion, par enthousiasme, peut-être par hasard aussi, nous voici réunis. Je commence en vous disant cela car, quelles que soient nos opinions politiques, il ne faut jamais oublier ce qui fonde l'engagement dans la vie commune. Cet engagement est toujours ancré dans chaque histoire individuelle qui, si petite puisse-t-elle paraître,
et un de ces filets d'eau qui finissent s'amassant par changer le cours du fleuve. L'activité politique intense, comme celle que je mène comme députée, mais d'autres encore, peut parfois pousser à regarder toujours le fleuve. Il apparaît alors comme ce flot ininterrompu de l'histoire de l'humanité, dont l'immensité impressionne. C'est oublier les filets d'eau qui le forment sans cesse. Grâce à vous et à tant d'autres, je m'en souviens constamment. Les groupes humains sont valeureux quand les individus qui la forment peuvent avoir une haute idée d'eux-mêmes et du sort que la vie leur réservera, et qu'elle réservera à leurs enfants après eux. Les moments de fête où, entre musique et discussions animées, nous nous retrouvons, nous rappellent à cette vérité fondamentale de l'engagement politique. Individuellement, nous portons une action et une conscience politique à visée universelle. Nous pensons ensemble pouvoir agir pour notre communauté politique. C'est de la vie concrète que part la nécessité de la politique. Échanger, vivre ensemble, se lier aux autres et permettre que tout cela soit placé sous le signe de la solidarité et la justice. Penser au quotidien pour penser à notre destinée générale et ne jamais cesser de passer de l'un à l'autre, de nourrir notre pensée de nos expériences et nos expériences de nos pensées. Le nombre qui peut reposer sur cette démarche raisonnable s'organise singulièrement. Il se donne un horizon qu'avec la France insoumise nous portons, la souveraineté populaire comme principe, la démocratie comme régime. Je vous dis cela car la réalité de ce gouvernement porte un nom, c'est celui de la dérive autoritaire. La Ve République donne des pouvoirs démesurés au président de la République. C'est dans le texte même de notre Constitution qu'il est possible de retrouver les raisons premières de la violence avec laquelle l'oligarchie se déchaîne aujourd'hui sur le peuple. Les plus riches et puissants de notre pays ont choisi leur émissaire, il l'est à l'Élysée et les sert avec l'empressement d'un vil serviteur. La majorité parlementaire du président est aux ordres comme jamais aucune majorité parlementaire ne l'a été. Les députés En Marche ne peuvent pas co-signer des amendements avec d'autres groupes. Le seul député de la majorité qui a osé voter contre la loi Asile et Immigration, abject au possible, a été éjecté du groupe La République En Marche. Il se croit aucune dissension, aucune discussion n'est tolérée par le monarque. Il se croit touché par la grâce, seul à pouvoir décider de notre destin commun. La vanité de cette idée qu'il habite est évidente. Nos institutions archaïques lui permettent de s'en donner à cœur joie. Tout désaccord doit être réprimé, par la force s'il le faut. Quant aux oppositions argumentées des associations, des chercheurs, des syndicats, des ONG, elles sont méprisées et balayées d'un revers de main. Et si je devais donner un exemple de ça, ça serait la loi contre les violences sexistes et sexuelles. Je ne sais pas si vous avez suivi ce débat, mais dans ce débat, il y avait un énorme débat autour de l'article 2. L'article 2 disait beaucoup d'associations, notamment avec une pétition de 250 personnalités avec la première ministre des droits des femmes, toutes les associations qui agissent quotidiennement sur le sujet, qui disaient qu'il y avait un risque, avec cet article 2, que le viol sur des jeunes filles de moins de 13 ans passe de crime à délit. Et donc, il y avait une forte mobilisation autour de cet article 2 que nous avons porté dans l'hémicycle, nous aussi, et tous les groupes en dehors de La République En Marche, je dis bien tous les groupes, étaient d'accord pour dire qu'il fallait inverser la charge de la preuve. C'est-à-dire que la possibilité soit que ça soit la personne majeure de faire la preuve qu'elle n'a pas violé l'enfant et pas le contraire. Donc tous les groupes étaient d'accord. Mais que nous a répondu la secrétaire d'État Marlène Schiappa pendant le débat? Elle nous a répondu que, nous ne savions pas lire, c'est-à-dire qu'elle nous a lu, re-relu son article, pour finir à la fin par dire que nous, les groupes parlementaires, les associations, la première ministre des droits des femmes, jouaient le jeu des agresseurs. Et ça, c'est un truc assez constant et vraiment incroyable de la part de cette majorité et de ce gouvernement, c'est de toujours fermer les oreilles aux arguments qui sont donnés de partout. Ils ont toujours raison tout seuls et cela, ce n'est pas acceptable. Vous vous rendez compte qu'à Saint-Étienne-du-Rouvray, pour celles et ceux qui ont suivi, des soignants se sont mis en grève pendant 2 mois. On fait une grève de la faim pendant 18 jours pour dire qu'il manquait de moyens en psychiatrie et pour dire exactement ce que disaient Nolwenn et Antoinette tout à l'heure, pour dire que dans les conditions de moyens humains qu'ils ont, cela ne permettait pas de traiter dignement les gens et que cela institutionnalisait de la maltraitance. Ils ont dû faire 2 mois de grève et une grève de la faim de 18 jours pour enfin être entendus et pour pouvoir gagner. C'est ça la violence de ce président des riches.
Macron ne cesse de parler de l'individu. En réalité, il nous considère tous comme une masse confuse sur laquelle une seule élection, avec le second tour que l'on connaît, lui donnerait le droit de régner sans partage. Cet aveuglement n'est pas uniquement nuisible à la démocratie et à la délibération rationnelle dans notre pays. Cet aveuglement a des conséquences terribles quant à l'enjeu premier de notre époque, celui qui devrait les commander tous, qui est l'écologie. Les affairistes au pouvoir sont là pour faire des affaires. Ils ne sont aucunement intéressés par notre sort. Imaginez à quel point ils dédaignent les générations futures, à quel point le destin de leurs propres enfants leur est étranger. Ce qui m'a frappé au cours de cette première année de mandat, c'est cette sourde oreille de la majorité et du gouvernement à nos arguments. La démocratie implique le désaccord, mais ce désaccord doit être rationnellement fondé. S'ils sont en désaccord avec nous, ils doivent s'en expliquer. Un exemple est particulièrement frappant, c'est celui de la contradiction évidente qui se pose entre le développement du commerce international par des accords de libre-échange et notamment celui qui est fait entre l'Union européenne et le Canada qui va augmenter le nombre d'échanges qui va être fait et donc causer des dommages terribles en aggravant encore le réchauffement climatique et l'atténuation du changement climatique. J'ai soulevé cet élément lors des débats relatifs au traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Nous n'avons droit à aucune réponse, que le silence souverain et méprisant du gouvernement. Leur assurance prétentieuse n'est pas seulement un défaut moral, c'est aussi une entorse à la démocratie. Toujours plus de pesticides, toujours moins de régulation environnementale, toujours plus de confiance irrationnelle dans le marché pour régler un problème que l'humanité doit affronter pour la première fois. Voici l'écologie à la Macron. C'est l'écologie des banquiers et des lobbies. C'est l'écologie sans terre et sans raison. Il faut replacer cette absence de conscience écologique dans le sens général de la dérive autoritaire. C'en est le sommet. Cette dérive autoritaire prend en effet à ce moment la pire de ses formes. Sacrifier nos vies et celles de nos enfants pour que ce système absurde qui produit du malheur à l'appel dure quelques années de plus. C'est, après moi, le déluge et je m'en fous complètement. Plus immédiatement, pendant la première année du quinquennat, celle de Macron, celles et ceux qui ont senti le plus violemment les effets politiques dévastatrices de Macron sont les classes populaires. À Ivry, à Vitry, au Kremlin-Bicêtre, à Gentilly et dans combien d'autres endroits, encore dans le pays, la main de fer des puissants frappe toujours les plus vulnérables. Avec la suppression des contrats aidés, 26 000 animateurs sportifs en moins dans les quartiers. Avec la baisse des APL, 5 € de moins par mois. Avec la hausse de la CSG, des dizaines de milliers de retraités mis à l'amende. Et bientôt, la baisse des aides sociales, la remise en cause du statut de fonctionnaire, la baisse des pensions de retraite. Et en même temps, comme ils aiment à le dire, ils suppriment l'impôt sur la fortune et couvrent de cadeaux les plus riches du pays avec un allègement de 9 milliards € d'impôts annuels. C'est toute l'indécence de ce président. À la tombola de la baisse du pouvoir d'achat, tout le monde touche un ticket gagnant. La majorité sociale souffrait déjà et voici que le gouvernement l'accable de nouveau de coups. Des coupes dans le budget de tant d'entre nous, mais surtout des attaques symboliques permanentes, nourries par la haine et le ressentiment de la République en marche à l'égard de celles et ceux qui ne veulent pas se prêter à la farce de leur monde en carton-pâte. Car en plus de faire la poche à la grande majorité d'entre nous pour mieux gaver les riches de notre pays, c'est aussi le festival du mépris. Vous vous rappelez, je pense tous, des feignants, des riens, des illettrés, des alcooliques, des SDF qui choisiraient d'être à la rue. C'est cela aussi, ce gouvernement actuellement. Et nous, dans tout ça, où en sommes-nous? Parce que je suis quand même là pour faire un an de mandat, donc je ne vais pas parler que de Macron. Je veux profiter de cette inauguration, cette fête de la belle élection qui nous a amenés à l'Assemblée, pour évoquer un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est la construction et l'esprit de notre mouvement politique articulé à notre groupe parlementaire. Nous sommes une force politique jeune. En 2 ans, plus de 500 000 citoyennes et citoyens ont rejoint ce mouvement ouvert sur la société et nous incarnons l'alternative dans le pays. Que vienne cette alternative, le plus tôt sera le mieux. Le groupe parlementaire auquel j'ai l'honneur et la responsabilité d'appartenir, qui est présidé par notre candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon, est l'un des points d'appui de ce changement à venir. Notre travail parlementaire, s'il consiste à s'opposer fermement au gouvernement le plus violent de la Ve République
est aussi un travail de proposition. Notre groupe parlementaire, et tout le monde s'accorde à le dire, même ceux qui ne nous aiment pas tellement, est le plus actif en termes d'amendements, de prise de parole et de propositions de loi. Les multiples amendements que nous écrivons avec l'aide précieuse des collaborateurs parlementaires sont autant de bases légales pour les textes que nous ferons voter demain. En un an, nous avons passé un seuil de crédibilité très fort pour nous préparer à gouverner. Nous avons pour ambition d'être les premiers opposants, premiers proposants et futurs gouvernants. Non par goût du pouvoir, mais parce que nous avons à l'esprit que l'ordre du monde ne peut plus rester longtemps inchangé. Il faut bousculer cette société de l'égoïsme, renouer avec le sens noble de la politique, celui qui, je le disais tout à l'heure, part de la vie quotidienne pour penser et transformer la société. Ce sens de la politique qui n'oublie jamais le fil rouge de notre action, la justice. Une société n'est pas juste quand elle exclut par millions des citoyennes et citoyens. L'exclusion est sociale, mais elle est aussi politique. C'est de ce constat que nous sommes partis. Comme il est doux pour les puissants de penser que les jours de vote, ceux qui ont souffert des politiques menées restent à la maison. Ils peuvent dormir tranquilles, se disent-ils. Le dégoût que les gouvernements successifs ont légitimement inspiré à nombre d'entre nous ne doit pas nous éloigner de la politique. Au contraire, elle doit nous pousser à nous en saisir collectivement, à refuser ce monde où les affaires communes sont subordonnées aux intérêts de quelques-uns. C'est pourquoi nous continuerons dans les semaines qui viennent le travail des caravanes pour l'égalité des droits que nous avons mené depuis l'élection présidentielle. Nous continuerons à aller dans les quartiers, discuter politique, faire des simulations de droits sociaux, parce que, et je pense qu'il est extrêmement utile de le rappeler dans ces temps-ci, et c'est vraiment déplorable de devoir le rappeler aussi souvent que ça, mais c'est comme ça, le problème de notre pays n'est pas la fraude sociale, mais bien le non-recours aux droits. N'en déplaise au président, ce sont les riches et la fraude fiscale qui coûte 80 milliards d'euros par an à la France, qui nous coûte un pognon de dingue, comme il dit. Et il y a une chose que j'aime bien rappeler, et qui, pour moi, est une des réussites les plus concrètes et les plus fortes que nous avons faites avec ce groupe parlementaire. Nous avons montré dans les faits, avec ce groupe parlementaire, que la politique n'était pas réservée à certains. Il faut imaginer le mépris lorsque nous sommes arrivés à l'Assemblée. Vous comprenez, moi je venais de l'associatif, mais surtout j'avais une collègue, Caroline Fiat, qui était la première aide-soignante à arriver dans l'Assemblée nationale. Un autre, Jean-Hugues Ratenon, qui, vous comprenez, était au RSA Activité avant. Un autre encore, Adrien Quatennens, qui était dans un call center et que certains s'amusent à appeler le député call center parce qu'ils trouvent ça extrêmement drôle, et qui ont quand même assez vite fermé leur caquet, parce que ce que nous avons réussi à prouver dans les faits, c'est que non, la politique n'est pas réservée à certains riches, qu'elle n'est pas réservée à une certaine élite, et que tout le monde peut faire de la politique et même bien mieux qu'eux. Si nous pouvons construire l'alternative, c'est que nous avons constamment un pied hors de l'Assemblée. On l'avait théorisé à l'époque en disant un pied dedans, un pied dehors. Non seulement en circonscription, où nous assurons nos permanences, mais également dans tout le pays. J'ai animé depuis le début de la mandature, depuis cette année, 25 réunions publiques, soit plus de 2 par mois. À l'Assemblée, notre groupe s'efforce de faire rentrer le peuple dans l'hémicycle. Nous portons les luttes, nous parlons des réalités quotidiennes du pays, et je peux vous dire que certains députés de la majorité préféreraient se boucher les oreilles plutôt que d'entendre cette réalité sociale. Ils ne regardent jamais le pays dans les yeux, nous leur en rapportons l'image par la parole. Ainsi, j'ai été soutenir des dizaines et des dizaines de luttes. Vous en avez vu quelques-uns ici, mais il y a aussi des luttes écologiques, comme à Bure contre la poubelle nucléaire. Et d'ailleurs, je tiens à assurer de toute ma solidarité aux militants qui militent aujourd'hui à Bure et qui font l'objet d'une répression extrêmement sévère de la part de l'État. À Europa City, à Notre-Dame-des-Landes, des luttes sociales, Ali a parlé de Carrefour par exemple, mais dans les hôpitaux aussi, comme on a parlé Nolwenn, dans les écoles. J'ai été visiter les lieux de privation de liberté,
comme la prison à Meaux, où il y a un taux de suroccupation de 200%, un taux d'occupation de 200%, avec 120 détenus qui dorment par terre. Et il faut imaginer qu'un surveillant, quand il est tout seul à l'étage, ce qui arrive assez fréquemment, a 20 secondes à consacrer à chacun des détenus. Donc vous imaginez à quel point il peut faire son travail correctement. À l'hôpital aussi, Nolwenn en a parlé, mais je voudrais juste vous en parler 2 minutes parce que moi, c'est la première fois que j'ai réalisé ce que ça voulait dire des groupements hospitaliers. Parce que vous savez, on vous parle souvent de l'efficacité, il faut mutualiser, c'est bien pour... Antoinette disait fric, 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 mais c'est exactement ça. Et lorsque j'ai été visiter l'hôpital Charles-Foy, j'ai rencontré une médecin qui me dit, bah oui, on vient de changer un petit peu le système parce que donc l'hôpital Charles-Foy est en groupement hospitalier avec la Salpêtrière. Donc concrètement à Charles-Foy, il n'y a plus l'imagerie, donc il n'y a plus de possibilité de faire une radio. Or, ce qu'on nous racontait, ce que Nolwenn nous racontait, c'est qu'ils ont un taux d'encadrement pour des patients qui sont plus lourds, un taux d'encadrement qui est moindre que celui des EHPAD, où on sait déjà que c'est une catastrophe et il y a eu des gros mouvements cette année sur cette question. Donc, on sait qu'il y a un taux d'encadrement moindre. Et donc, quand quelqu'un fait quelque chose tout bête, tombe et a mal à la jambe, on ne sait pas si sa jambe est cassée ou pas, puisqu'il n'y a plus la possibilité de faire la radio, il faut l'amener à la Salpêtrière. Or, jusqu'il y a peu, et là ils ont changé parce qu'il y a eu quelqu'un qui est mort, jusqu'il y a peu, la personne arrivait à la Salpêtrière comme si elle était une nouvelle entrante, alors qu'elle était déjà hospitalisée à Charles-Foy. Et donc, pour savoir si sa jambe était cassée ou non, attendait 6 heures aux urgences à la Salpêtrière. Et il y a une personne qui est morte comme ça en attendant. Et juste, on en arrive à des points d'indignité de notre système qui ne sont vraiment plus acceptables. Et c'est pour ça que je redis toute mon admiration et tout mon courage à celles et ceux qui luttent au quotidien pour empêcher cela et dénoncer cela. Des luttes aussi liées à la culture. J'ai vu tout à l'heure Lydie de Culture du Cœur, avec qui nous étions hier, pour justement l'accès à la culture pour toutes et tous, et encore beaucoup d'autres, on n'arriverait pas à toutes les citer. Je m'attache à faire écho de ces luttes dans l'Assemblée et à porter votre voix. Nous avons aussi organisé plusieurs ateliers des lois où ce sont les citoyens eux-mêmes qui écrivent une proposition de loi, et ces propositions de loi sont portées dans l'Assemblée et donc deviennent des propositions de loi citoyennes qui sont aussi extrêmement importantes pour nous, pour dire que la politique, c'est la manière dont nous vivons ensemble et donc que tout le monde a des choses à dire sur cette question. Et puis nous avons, dans notre mandat, aussi énormément de liens, bien sûr, avec des associations, des universitaires, des chercheurs, des professionnels, avec qui nous faisons des auditions sur les textes que nous portons et qui ont notamment donné lieu, après plusieurs auditions, à des propositions de loi que nous avons portées lors de la niche parlementaire. Donc c'est le seul jour dans l'année où un groupe d'opposition a le droit de choisir l'ordre du jour à l'Assemblée, et où nous avions porté des propositions de loi qui étaient à vocation majoritaire. Donc nous avions porté des propositions de loi sur le droit de mourir dans la dignité, nous avons porté des propositions de loi sur une expérimentation, attention on n'avait pas été trop loin, une expérimentation sur le contrôle aux faciès, où notamment des villes du Val-de-Marne sont disponibles et ont dit leur disponibilité pour expérimenter le récipicé, pour que s'arrête le contrôle aux faciès. Nous avons porté une demande de référendum sur la question de ce traité de libre-échange. Nous avons demandé à ce que, une proposition de loi à ce que le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle. Et sur ces textes, sur tous ces textes, la majorité En Marche a refusé d'en discuter sur le fond et a fait des motions de rejet ou de renvoi sur tous ces textes-là. C'est bien montrer leur ouverture d'esprit. Chers amis, je suis fière de porter notre voix à l'Assemblée, fière d'être une élue d'une circonscription populaire comme la nôtre. Je suis d'autant plus fière que je saisis l'importance des perspectives politiques que nous offrons à la France. Et je pense que la première des confiances qu'il doit y avoir dans une personne qui vous représente en politique, c'est de s'en tenir à ses promesses de campagne et à ce pourquoi il a été élu. Et c'est ce que nous faisons, jour par jour, à l'Assemblée, en portant notre programme « L'avenir en commun » et ces 40 livrets thématiques que nous avions présentés lors des élections présidentielles, puis lors des élections législatives. Nous continuons donc à porter ce travail à l'Assemblée, mais aussi à continuer à convaincre dans le pays. Et nous avons notamment mené 3 campagnes nationales cette année, dont certaines continuent encore. Une pour la sortie du nucléaire
et la transition énergétique vers le 100% d'énergie renouvelable dont Jean-Marie Brome a été un des acteurs essentiels et sur lequel nous avons fait une votation citoyenne, une sur nos propositions pour lutter contre la pauvreté et une pour demander qu'on rende enfin l'argent de l'évasion et de la fraude fiscale qui coûte 60 à 80 milliards par an à notre pays. Le moyen le plus sûr pour nous d'assurer la transformation en profondeur de notre société, c'est la participation du peuple. C'est pourquoi le premier chapitre de notre programme prévoit la convocation d'une constituante chargée de rédiger la constitution de la 6e République. Les questions institutionnelles sont souvent traitées comme des questions techniques, loin de la vraie vie. J'ai déjà dit que l'abstention des classes populaires garantit aux puissants de rester sur leur fauteuil. De la même façon, considérer que la question du pouvoir populaire est une question technique est le meilleur service à rendre à Macron et à sa clique. C'est au contraire en redéfinissant les règles de notre société démocratique que nous pourrons nous protéger de l'influence de l'argent sur les décisions politiques. Il faut chasser les marchands du temple républicain. L'oligarchie, cette collusion d'intérêts financiers et politiques, doit être mise au pas. Nous devons pouvoir recréer un lien réel entre représentants et représentés et renforcer le pouvoir des citoyennes et citoyens sur leur vie quotidienne. Comment accepter que les 7 millions d'électeurs qui ont porté leur suffrage à Jean-Luc Mélenchon soient représentés à l'Assemblée nationale par un groupe de seulement 17 députés quand il y en a 577 au total? Une nouvelle déclaration des droits sera proclamée pour intégrer la question écologique et renforcer les droits sociaux fondamentaux. C'est une étape qui peut sembler symbolique, mais elle permettra de marquer le retour du peuple en politique. Nous sommes toutes et tous citoyens et il faut affirmer clairement cette égalité décisive entre nous. La 6e République pour nous émanciper du pouvoir de l'argent donc. Mais d'où nous vient cet impératif? La domination des intérêts privés nous empêche avant tout d'engager le processus essentiel pour notre époque, la réorganisation de notre société en fonction du défi écologique. Disparition des espèces, changement climatique, épuisement des sols, il y a le feu dans la maison. L'accumulation des phénomènes dangereux pour la survie même de l'espèce risque dans l'esprit de certains de pousser à l'abattement. Mais ce n'est pas en ignorant les problèmes qu'il est possible de les résoudre. Le déni n'est pas une option. L'autruche n'est pas un modèle en politique. Il faut au contraire percevoir l'espoir que contiennent les différents défis de l'écologie. L'accumulation sans fin de la richesse pour quelques-uns et l'organisation de la société à leur seule fin est la cause principale de ces problèmes. Cette accumulation a un nom, elle s'appelle capitalisme. Elle survit sur le mythe morbide d'une société de consommation et d'abondance pour toujours. Mais cette société ne fait que produire frustration, misère et dépression. On voudrait risquer nos existences pour une fabrique industrielle de malheur. C'est absolument absurde. Nous pouvons au contraire penser une société plus égalitaire, dont la fin explicite serait le bonheur collectif et l'émancipation individuelle. La transition énergétique vers le 100% renouvelable est une source massive d'emplois. La transformation de notre modèle agricole vers l'agriculture biologique suppose de former par centaines de milliers des nouveaux paysans. Les lieux de travail doivent être rapprochés des lieux de logement, les lieux de production des lieux de consommation. Toute une société est à réinventer, c'est la société de la sobriété heureuse. Toujours plus pour toujours moins de satisfaction, c'est terminé. L'horizon d'époque s'appelle planification écologique. Nous devons atténuer le changement climatique et nous préparer à nous adapter à ses effets les plus violents sur nos sociétés. Voici un projet pour le pays autrement plus sérieux que la poursuite enfantine de production de gadgets divers et variés qui semble tant passionner notre président de la République. Pour mettre en œuvre ce vaste projet qui change nos modes de production et nos modes de consommation, la société doit être solidaire. Elle ne peut l'être qu'à une condition, l'une des raisons d'être essentielle de notre mouvement, le partage des richesses. Augmenter le SMIC, créer un revenu dignité pour que personne ne vive en dessous du seuil de pauvreté, réformer l'impôt pour qu'il soit juste, créer une 6e semaine de congés payés, revenir à la retraite à 60 ans à taux plein. Voici les conditions sociales basiques pour pouvoir accomplir cette bifurcation majeure de notre vie collective. Évidemment, le partage des richesses n'existe pas uniquement pour créer les conditions sociales et politiques de la planification écologique. Le partage des richesses vaut en tant que tel pour lui-même. Il est sa propre fin.
car il est inacceptable que des millions de personnes ne puissent se chauffer l'hiver, que des dizaines de milliers soient jetés à la rue dans l'indifférence générale, que les fins de mois soient si difficiles, que les factures restent impayées, que les banques profitent de cette pauvreté pour pratiquer des taux usuriers qui créent du surendettement en masse. Nous sommes le mouvement de la fraternité humaine. Nous sommes celles et ceux qui, sans jamais penser à s'en mettre plein les poches, regardent autour d'eux si leurs semblables se portent bien. Nous sommes la force qui, à la violence, oppose l'espoir d'un monde plus juste. Nous sommes les plus ardents à défendre notre devise, combattant de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et cette humanité est une de ces forces que nul ne peut nous ôter. Je veux terminer par une intuition profonde qui guide mon action au quotidien. Nous allons gouverner ce pays. Les jours heureux sont à portée de main. Et je voulais terminer, j'ai l'habitude de terminer souvent par un poème ou une citation d'un écrivain. Et là, je voulais terminer par une phrase qu'une dame m'a dite dans la rue la dernière fois et qui, je trouve, donne énormément de force et d'espoir pour la suite. Et cette phrase, c'est une phrase que chante Leonard Cohen et qui dit « Dans toute chose, il y a une brèche. Et c'est par là qu'entre la lumière. » Merci à vous et au les cœurs.